visuel qui a été développé, qui est open source effectivement, qui est développé par l'université de Ljubljana, donc en Slovénie. Donc voilà, donc ça permet graphiquement de faire des workflows d'analyse et d'avoir des visualisations interactives. Et il y a aussi pas mal d'add-ons et de choses qui sont développées par la communauté, donc c'est assez, on va dire, souple. On peut faire beaucoup de choses, même si, vous allez voir, il y a beaucoup de choses assez simples qu'on va reprendre dans les trucs de base. Comment ça se présente? Alors déjà, est-ce que ceux qui sont intéressés, vous l'avez lancé? C'est bon potentiellement? Secure des Mac, Brew Install Orange marche très bien. Oui, bah moi c'était ce que j'avais fait. Alors il y avait des histoires de versions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qui filent sur leur site. Bon, peu importe. Donc comment ça s'organise? Bon, j'avais mis une petite illustration, mais là vous avez carrément ce que j'ai moi. Donc en gros, il y a un canevas ici, donc c'est toute la zone dans laquelle on va pouvoir déposer nos widgets. Et là, toute une liste de widgets qui servent à faire différentes choses en analyse. Hop. Donc dans la zone centrale, on dépose et on connecte les widgets. Les liens entre les widgets sont matérialisés là, par des petites flèches, donc représentent les liens entre entrée-sortie. On peut ensuite configurer les widgets. Et donc sur le côté, l'organiseur, c'est organisé par catégorie, mais ça, on y reviendra. Il y a un petit filtre que vous cherchez. Donc les widgets et les liens. Chaque widget, du coup, est représenté par un élément rond, voilà, comme ça, avec deux petites accolades de chaque côté, avec les entrées, les sorties et un nom. Pour le configurer, il suffit juste de cliquer dessus. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Et les liens, donc c'est la représentation qui permet de montrer comment les données passent de l'un à l'autre. Donc en gros, on prend l'accolade de sortie d'un des widgets et on va le connecter à l'accolade d'entrée du widget d'avant. Donc si on fait une petite overview des pipelines qu'on veut faire. Donc pour commencer, ça va être les pipelines d'entrée, donc enfin les widgets d'entrée, pardon. Donc concrètement, la plupart du temps, ça va être utiliser un CSV, donc ça va être ces widgets-là, donc soit file, ce qui permet de lire tout un tas de fichiers différents. Donc je crois qu'il y a du Excel, il y a aussi du CSV. Bon, on peut regarder. Donc il y a différents types de fichiers, voilà, du Excel. Alors basket, je sais pas ce que c'est, mais il y a tout un tas d'extensions qui sont gérées, qui permettent de charger les données. Mais là, ce que je vous propose, c'est que pour notre petite présentation, on importe un dataset existant. Donc pour ça, vous avez le widget dataset que vous pouvez initialiser. Donc voilà. Là, au niveau installation, tu as installé quelque chose de global qui contient ces datasets aussi ou En fait, c'est deux bases. Un widget dataset qui interroge, et tu as tout un tas de datasets d'exemples. Donc si on va voir, il y en a beaucoup. Alors il y en a qui sont de synthèse. C'est beaucoup des vieux trucs, hein, mais tu vois, genre 2006. Eh ben, je vous propose de commencer avec Iris. Voilà. Donc on va commencer par charger le dataset Iris. Donc voilà. Tac. Donc du coup là-dedans, on a le dataset, on a chargé le dataset Iris. Iris, pardon. Pourquoi Iris? Parce que ça ressemble à Iris. Voilà, très bien. Du coup, voilà, une fois qu'on a nos données, il y a plusieurs manières de voir un petit peu ce qu'on a chargé. Donc déjà, on peut inspecter les entrées-sorties. À chaque fois qu'on va dans un widget, vous voyez en bas, dans le footer, ça nous dit qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Bon, là, c'est un widget qui a uniquement des sorties. Du coup, vous voyez que là, il y a 150 instances qui sortent de là avec 5 variables. Et si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et ça vous donne un petit tableau des valeurs qui sont à l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas Iris, ce sont des dimensions qui correspondent aux fleurs. Ils ont mesuré des pétales, la largeur, la hauteur, des choses comme ça. Des pétales et des sépales. Et ce qu'ils veulent faire, c'est de classifier plusieurs variétés de fleurs
Il y a plusieurs types d'iris. Setosa. Il y a Setosa, Virginia, Versicolor et Virginica. C'est ça. Et effectivement, on va y arriver assez facilement avec ces données-là. Voilà. Donc là, c'est une première manière de visualiser les données, mais il y a aussi d'autres trucs. Donc il y a des widgets prévus pour ça. Donc il y a Data Table, Data Info. Ah, du coup, le dernier est allé trop loin, il est passé en dessous. Mais je vais vous montrer. Donc il y a une catégorie visualisation. Ça, c'est pour tout ce qui est visualisation graphique. Donc vous pouvez par exemple faire un scatter plot. Et donc si vous reliez les données que vous les mettez en entrée de votre scatter plot, quand vous allez à l'intérieur du scatter plot, vous vous retrouvez avec un petit... Sachant qu'il y a ça une dimension, là, tu n'en affiches que Voilà, deux. là il n'en affiche que 2, mais en fait il a un bouton qui permet de trouver les dimensions les plus informatives. Donc il vous a... Une ACP direct, là. C'est pas une ACP, c'est juste qu'il... Enfin oui, c'est juste qu'il dit à quel point c'est discriminant selon les classes sur ces deux plans-là. Donc vous pouvez vous balader, voilà, plus vous allez vers petit, plus vous vous retrouvez vers des trucs qui sont... voilà, qui sont plus ou moins voilà, séparés. Donc là on voit que c'est quand même relativement bien séparable. Cet outil il est aussi intéressant parce qu'il permet d'être configuré sur différentes choses. Voilà, là vous avez vu qu'il met des ellipses de confiance liées aux classes. Bon, ça peut être intéressant. Là, il n'y a pas d'intérêt, mais vous pouvez aussi tracer les droites de régression. Vous avez une droite de régression générale et une droite par classe potentiellement, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez choisir évidemment les dimensions que vous voulez, et vous pouvez aussi avoir voilà, est-ce que vous voulez que les couleurs soient liées à telle ou telle chose. Par exemple, si là on voulait un peu faire un genre de troisième dimension et dire qu'on voulait aussi la longueur des pétales, on pourrait... Enfin, vas-y. Là, il a compris tout seul que la première colonne, c'était la classe à détecter et tout ça. Ouais, alors, effectivement, ça c'est dû au fait qu'on part d'un dataset où c'est déjà mis. Et je vais y revenir après. Quand vous chargez des données, la première chose qu'il vous demande, c'est qu'est-ce qui est la target et quels sont les types des différentes colonnes. Donc, il va inférer des trucs tout seul, mais si vous voulez, vous pouvez changer s'il a mal estimé. Donc ça, c'est pour la représentation graphique. Si vous voulez avoir une représentation juste tabulaire, vous avez un truc style data table. Donc ça vous permet de récupérer le tableau, de pouvoir aller voir un petit peu les différentes données. Bon là, c'est pas super intéressant, mais ça permet aussi des fois de voir que s'il manque des données ou s'il manque des valeurs dans certains champs. Voilà. Vous avez un onglet Column Statistics. Enfin, vous avez un widget Column Statistics qui vous permet d'avoir un peu des infos, moyennes, écart type, etc. sur chacune des dimensions par rapport à la classe, encore une fois, ou vous pouvez coloriser par rapport à d'autres choses. Vous avez aussi le truc distribution qui est assez utile, mais je crois que... Voilà. Deuxième partie du TP. Voilà vos exercices. Donc, visualiser l'info contenue dans le dataset sous forme de tableau. Bon, je viens de vous le faire. Ça, vous pouvez le faire, mais vous pouvez afficher les histogrammes des distributions de chaque classe. Et vous pouvez fitter des lois. Et le coup des ellipses de confiance, je l'ai fait aussi, en fait. Je suis très en avance. Je vais juste vous montrer, du coup, ce que je voulais vous dire à partir de distribution. Donc, le widget distribution, il vous permet d'avoir, voilà, comme ça, directement les différentes valeurs. Alors, c'est mieux d'utiliser un peu des bandwidths un petit peu plus petites. Donc là, par exemple, voilà, sur les longueurs des sépales, la largeur des sépales, ou un peu plus informatif, longueur ou largeur des pétales. Et donc là, vous voyez que j'ai fité... Alors, c'est un petit peu... Voilà, j'ai fité une loi normale. Vous pouvez éventuellement essayer de fiter d'autres trucs si c'est pertinent pour votre cas d'analyse. Mais voilà, donc assez rapidement, ça vous permet d'un coup d'œil de savoir s'il y a des choses à explorer. Donc ça, c'est vraiment sur acquisition et visualisation des données. Donc vous pouvez faire tout ça. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est sélection et filtrage. Bon là, le petit exemple d'Iris n'a pas forcément beaucoup de choses à filtrer, mais
on peut filtrer. Par exemple, vous pouvez, enfin moi, ce que je fais assez souvent, c'est que j'extrais plein de features sur mon problème, j'en fais un CSV que j'importe dans Orange. Et ensuite, le premier truc que je fais, c'est que je vais utiliser le widget Select Column pour choisir quelles sont les features qui m'intéressent pour la suite de mon pipeline, parce que je ne suis pas obligé de toujours tout avoir. Et je peux avoir envie de sélectionner différentes choses. Donc ça, c'est vraiment pour le faire purement manuellement. Euh, Ensuite, il y a aussi un widget de rank donc qui permet de calculer pareil, des critères d'information par rapport à une classe donnée. Et de leur donner. Et ensuite, vous pouvez dire, bah voilà, moi je veux que les 10 features les plus intéressantes, que les 10 features les plus importantes, les 5, les 4, selon tel ou tel critère. Et aussi, bah voilà, donc ça c'était pour retirer éventuellement des features. Vous pouvez aussi en ajouter, en combinant, parce qu'il y a il y a un widget formula, hop, qui est là, où on va pouvoir dire, bah voilà, je voudrais rajouter une nouvelle feature numérique qui sera calculée en utilisant spectral, enfin la largeur des sépales, enfin voilà, la valeur absolue de la largeur des sépales ou ce genre de truc. Et du coup, se créer une colonne qui n'est pas parmi vos features d'origine, mais qui est calculable à partir de celle-ci. Et on peut aussi filtrer les données sur les lignes. Donc, il y a deux widgets qui sont pas mal pour ça. Donc, vous avez qui s'appelle Select Row. C'est un peu de la même chose que pour Select Column. C'est-à-dire que vous allez donner des conditions et ne passeront à la suite du pipeline que les lignes qui remplissent telle ou telle condition. Et vous en avez un autre qui s'appelle Data Sampler, qui est, en général, c'est pas mal pour quand vous avez des datasets qui sont déséquilibrés, que vous les regardez un petit peu. Pareil, vous pouvez sélectionner des critères et lui dire de tirer soit un nombre fixe, soit un pourcentage stratifié par rapport aux données ou aux classes voilà, que vous avez à l'origine, avec remise ou sans remise. Donc si, par exemple, vous avez une classe qui est très minoritaire, vous pouvez faire avec remise pour, en gros, en faire des doublons pour étoffer votre... Alors tout ça, ça vient avec des biais, bien sûr, hein, utilisez-les à bon escient, mais en tout cas, voilà, c'est un widget qui peut être aussi intéressant pour ça. Et donc là, je vais me taire un peu, j'ai réussi à me restreindre un peu. Du coup, je vous propose d'essayer de faire ces trois petites choses, enfin, plus que trois d'ailleurs, cinq petites choses euh, dans dans le logiciel et me dire si vous y arrivez et à quel point vous y arrivez facilement. Ah, on va voir Jérôme. Oui, oui, je mais en plus, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Alors, bah, du coup, il y a cinq petits points. Donc, le premier point, c'est rajouter une feature. Donc, essayer de rajouter la feature Sepalaria. Bon, d'ailleurs, oui, j'ai mis avec les trois features initiales, mais en fait, vous pouvez la faire juste en multipliant la sepal length par la sepal width. Il n'y a que 4 features initiales. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y en a 4. Je fais la modif immédiatement. Hop. C'est Maxime. Il prend pas ses slides. C'est pire que la tête. Il a réussi à faire un truc pire. C'est joli, du coup, c'est vachement joli. À partir de la... À partir de... Sinon, tu veux que je te passe le machin? Ah bah, sinon, si tu veux, mais après, si je suis en partage, moi, de toute façon. Ah oui, c'est juste pour là. Ah oui, oui, t'as raison, pour les gens dans l'assistance. Ah oui, mais c'est un truc comme ça, donc je peux le brancher là direct. Non, non, mais je peux le brancher là direct, du coup. Tac. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis ou
Là, l'idée, c'est vraiment juste de manipuler un petit peu le truc pour vous. Il faut que j'aille dedans. Ouais, Ah oui, il faut que tu lances Picture. c'est ça. Faut lancer Picture. Picture for macOS. Formula. Yes. D'autant plus avec l'arrivée d'Arthur, je me demandais si ça serait pas bien de relancer un petit peu les séminaires Samova Minds et notamment ça pourrait être cool de leur montrer Orange. Ce genre de truc. Ah bah, Ouais, après, je pourquoi pense pas, qu'ils n'ont jamais arrêté les séminaires, c'est nous qui n'allons plus. Bah, c'est clair, eux, ils ont jamais arrêté, mais du coup, notre contribution à leur séminaire, on pourrait essayer de la relancer, réfléchir à ça, notamment avec l'arrivée d'Arthur, quoi. Ouais, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on choisisse des sujets qui sont un peu plus consensuels. Parce que pourquoi on n'y allait plus? Parce que c'était vraiment super spécialisé dans leur truc. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc tu voulais l'air de quoi L'air du CEPAL, ouais. C'est ça. Ah oui, il faut que je reprenne mon slide. Hop. Ah ouais? Ah bah moi j'ai pris juste sur le. Ah non, j'ai mis en sombre. Ouais. Donc effectivement, pour ajouter la feature, ça va être avec le widget Formula. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, en bas, vous pouvez checker les entrées et les sorties pour vous assurer que dans la sortie, vous avez bien votre nouvelle feature qui est là. Et puis. Voilà. Donc la deuxième tâche, ça va être de faire passer les features CEPAL length et CEPAL width en méta. Donc ne plus, en fait, en les passant en méta, tous les process après vont pas les considérer. Donc ils vont pas faire de calcul de corrélation, ils vont pas les utiliser dans leur apprentissage ou dans les tests. Mais par contre, l'information va continuer à être transmise, donc vous pourrez les voir quand vous irez analyser un point particulier. Ça vous dira que la valeur pour ce champ-là était bien celle-ci pour cette instance-là. Ça ignore quoi. Oui. Enfin, alors non, si vous les ignorez, donc effectivement, donc pour faire ça, c'est en utilisant select colon. Donc soit vous les ignorez. Donc si vous les ignorez, vous allez complètement les virer de la suite du process. Donc c'est un peu dommage, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Là, l'idée, c'est plus de les passer dans méta pour qu'en fait, elles ne soient pas prises en compte, mais qu'elles soient quand même gardées comme information. Donc souvent, dans méta, moi, pour mes cas d'utilisation, vous savez, je fais de l'analyse de fluence sur des enregistrements. Donc souvent, ce que j'ai en méta, c'est l'identifiant de l'élève, le nom de l'enregistrement, etc. Comme ça, quand après, j'ai des points particuliers qui vont ou qui vont pas, ben, en fait, quand je clique dessus, j'ai les informations méta, donc je sais quel fichier c'est, et je peux tout de suite aller l'écouter. Alors, je suis peut-être un peu en retard. Je ne sais pas si tout le monde arrive à bien suivre. Là. Dites-moi. Vous êtes au même niveau là? Je pense que tout le monde a compris. Pour rajouter un nouveau truc, Donc c'est alors, bah, je vais vous montrer en parallèle. Donc pour rajouter un nouveau, c'est le widget Formula. Vous créez une nouvelle variable numérique. Vous appelez CEPALAREA. Et oui, à la fin, une fois que vous avez votre truc, vous faites send pour. Ah, numérique, d'accord, il faut dire ce que c'est. Send, ça fait rien? Alors, ça fait quelque chose. Normalement, ça fait clignoter en bas, si vous le faites bien. Oui, voilà. Et une fois que vous avez fait send, vous. C'est ça, tout à fait. Ok, et donc du coup, bon là, évidemment, hein, on est sur un cas jouet, donc c'est pas très. Voilà. Et donc pour la deuxième étape, c'est choisir, faire le tri entre les différentes colonnes. Donc normalement, dans vos colonnes, vous avez vos 5 valeurs, puisque vous avez CEPALAREA qu'on vient de calculer, CEPAL width, CEPAL length et petal length, petal width. Et donc l'idée, c'est de basculer les deux informations de longueur et de largeur de la CEPAL
en méta pour qu'elle ne soit plus prise en compte. OK? Ensuite, je vais vous demander de sélectionner que les instances qui ont un CEPAL area qui est supérieur à 15. Sachant que si vous le faites bien, normalement, ça devrait vous en garder que 120. Tout à fait. Ouais. Alors, sachant que je l'avais noté tout à l'heure, mais je ne l'ai pas répété, pour créer un nouveau widget dans votre pipeline, vous avez deux façons de faire. Soit vous glissez un widget depuis l'extérieur, soit vous tirez une ligne depuis un widget et vous la lâchez au milieu et ça va vous proposer des widgets que vous pouvez ajouter en succession du widget précédent. Ça vous fait un petit filtrage parce que tout ne peut pas s'enchaîner. Donc alors attends, Selectro, et j'avais dit, c'est pas le Area supérieur à 15, parfait. Il me garde les anciens trucs que j'avais fait, c'est parfait. Hop. Pourquoi t'as pas quoi, pardon? Il y en a un, is greater than, normalement. Ah, il faut que tu choisisses la CEPAL area comme feature. Alors, attends. Hop. Ouais, si, ça a l'air bien. Non, bah là, t'en aurais créé une nouvelle. Voilà, là, si tu cliques là. Vas-y, clique. Ah, d'accord. Vas-y. Il y en a un qui s'appelle RCPAL. Bon, voilà, c'est ça. Ouais, et puis là, il a les bonnes valeurs. Donc, ok, donc ça, c'est bon. Moi, j'ai pas vu ça là. Ouvre-le. Selectro. Ouais. Donc, pourtant, en plus, il sait que c'est numérique, donc. Ouais. Ah, attends. Vas-y, fais voir. Je sais pas. Comment montrer. Attends, parce que déjà, en fait, celui-là, il te sert encore. Attends. Oui. Donc là, t'as bien fait ça. Oui, mais pourquoi j'ai une select colonne après derrière? Ah si, c'était ça. Non, c'était bien ça. Ouais. En fait, ce qui est bizarre, c'est que là, dans RCPAL, en fait, c'est pas RCPAL. On laisse tomber. Bon, tu joues. À la limite, c'est pas très grave, tu peux garder pour la suite, mais. Tiens, juste tu peux. Oui. Pour le moment, je suis un peu en retard. Donc, dans Select Columns, comment tu as fait le méta, l'histoire du méta Alors, dans Select Column, tu vois, tu as des trucs. Au début, tu as tout dans Feature et tu as un truc dans Target. Et ensuite, tu peux glisser les. Ah, le méta, c'est en bas, d'accord. Voilà. Alors, il faut pour les. Ah oui, on peut les glisser. Voilà. Ah oui, ok. Très bien. Tac. Et le fait de faire méta, ça veut dire. Donc, méta, c'est juste que c'est une information que tu transmets, que tu continues à transmettre, qui est liée à l'instance, mais qui ne sera jamais utilisée pour rien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent ça va être des noms de fichiers, des identifiants qui te permettent de retrouver tel ou tel truc. Donc c'est des informations que tu n'as pas envie qu'ils soient utilisées dans les calculs parce que ça peut biaiser potentiellement, mais toi tu as envie quand même de les garder. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez afficher la distribution des occurrences sur le plan petal width, CEPAL area. Donc hop, si on fait ça, un nouveau scatter plot. CEPAL width, CEPAL area, parfait. Il se rappelle bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça c'est en 2D. Ah, mais pourtant, c'est pas le width, il est méta. Ah oui, non, petal width. Pardon, c'est moi qui me suis trompé en lisant. Petal width, c'est pas l'arrière. Et oui, et les informations méta sont aussi accessibles en couleur, par exemple. Je crois.
Voilà, les deux méta sont là. Donc potentiellement, tu peux avoir vouloir mettre en couleur. Ouais. C'est à peu près bon pour tout le monde. Là, c'est important. Est-ce que vous suivez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ah, dites-moi. Ah, d'accord. Oui, oui, bon, ça j'avoue que je sais pas trop. Mais... Et sinon, vous allez sur le site. Afficher la distribution des occurrences sur le plan. Vous avez mis le lien là dans le... Quelle partie de la fleur est la plus utile pour produire l'espèce de pétales? Je sais pas. Pour Le choix non, de la pour, distribution, les croix. et avec Pix, ça va marcher? Ah ouais, parce que c'est vrai. Ah bah voilà, oui, oui. Vous avez les Fine Informative Collections. Ok, et donc du coup, la dernière partie, c'est quelle est la partie de la fleur la plus utile pour prédire l'espèce, pétale ou sépale? Non. Les informatives. Voilà, vous prenez le widget rank dont je vous parlais, et là vous avez à quel point les trois features qui vous restent sont importantes selon plusieurs critères pour définir la target. Donc on voit clairement que la taille des pétales c'est super, que la sépalaria c'est un peu de la merde. Parce que quand c'est plus long, c'est ça. Ouais, c'est facile. Non mais même de base les sépales ça sert pas trop. La target c'est la classe, enfin l'espèce d'iris. Il y en a 3 différentes. Tu peux la voir dans Select Column, voilà, tu peux voir avec les distributions. Et là, la target, du coup, c'est ce qu'on a mis dans. Quand on fait Select Column, c'est ce qu'on a mis dans target. On aurait pu mettre autre chose. C'est le dernier en bas. Parce que quand tu fais le scatter plot, tu peux lui demander la projection informative. Ah oui. Et ça, c'est la même chose que le rank. Parce que Alors, je pense que. Alors, sauf que là, c'est le binôme, du coup. C'est pas individuellement. Donc, c'est. Ouais, c'est binôme. Par le nom des trucs. C'est pas intéressant. Les labels. Les couleurs. Ok. Ok. Et quand on est, moi je suis sur le scatter plot là, et il y a un truc jittering là. Oui. Ça veut dire qu'il met une petite. C'est ça, parce que parfois, quand tu es avec des données qui sont catégorielles où tu as peu de valeurs, bah, comme moi, tu vois, j'ai désactivé complètement le jitter. Tout est plus ou moins aligné. Parce qu'en fait, la précision, elle est pas énorme. Et donc, du coup, des fois, tu te retrouves avec des trucs qui sont tous sur le même point. Donc, tu peux rajouter le jittering avec une. Voilà, alors faut cocher la case. Mais tu peux rajouter du jitter pour qu'il perturbe un peu. Alors, le but, c'est pas d'en mettre non plus énormément. Mais pour que du coup, tu te retrouves avec les points qui ne se superposent pas complètement, quoi. Ouais. Et les données, c'est celle avant. Ah, c'est celle avant. Ouais. Bah là, si on fait la droite de régression, elle n'est pas censée bouger quand on bouge le jitter. Hein. Ouais, elle bouge pas. C'est juste pour que ce soit plus joli le nuage. Voilà. Petit côté esthétique. Bah, et surtout que t'es pas des points qui se. Parce que des fois, tu te dis, bah, j'ai qu'un point. En fait, il y en a 3 ou 4 qui sont strictement au même endroit. Donc. Bon. Du coup, je vais passer à la suite et dernière partie. Donc, ça, c'est super quand on a nos données, qu'on a notre truc de données brutes, qu'on veut faire un petit peu de pré-traitement, un petit peu de nettoyage, et puis commencer à regarder. Mais une des grandes forces aussi, c'est de pouvoir directement utiliser des modèles de classif ou de régression ou d'extrapolation, ce genre de trucs, pour pouvoir tester à quel point des méthodes simples fonctionneraient pour classer nos données actuelles.
Donc il y a un widget qui est super pour ça, c'est le widget Test and Score. Donc c'est un espèce de widget central avec une petite éprouvette, enfin un bécher peut-être plutôt, mais avec des bulles. Et donc celui-là, c'est vraiment le widget principal que j'utilise tout le temps. Il prend plusieurs choses en entrée. Donc on va pouvoir lui donner des données et on va pouvoir lui donner des modèles. Donc dans la liste des widgets, là, vous avez toute une catégorie modèles dans lequel on va retrouver plein de modèles classiques. Alors, ils ne sont pas forcément tous adaptés à toutes les tâches, mais voilà, vous pouvez faire du KNN si vous avez envie de faire du clustering non supervisé. Vous pouvez faire du SVM, vous pouvez faire un petit réseau de neurones, du random forest, voilà. Et donc l'idée, c'est de dire, bon, bah, sur nos données, là, sur nos super données qu'on a nettoyées, comment, quel score donnerait un réseau de neurones, par exemple. Un petit neural network, là, hop. Donc je le mets, c'est de base. Alors, dans modèle, tu as plein de modèles que tu peux utiliser de modèles de classif. Donc tu le prends et tu le fais glisser sur le. Ou alors tu le tires depuis. Voilà. Parce que voilà. Donc ce que je montrais, c'était Test and Score. Donc ça, c'est le widget bleu d'évaluation. Donc Test and Score, je lui donne mes données qu'on a nettoyées, filtrées, etc. Et mon neural network. Tac. Ah oui. Tac. Donc je reviens. Et donc si vous faites ça, dans votre truc Test and Score, vous avez les scores en termes d'accuracy, de F1. Si on n'a pas fait de catégorie train test et tout ça, il fait un. Alors voilà, sur le côté, vous avez le choix. Vous pouvez faire cross-validation et choisir le nombre de folds parmi un certain nombre. Bon, là, 5, vu le nombre de données qu'on a, c'est pas mal. Stratifier ou non, ça aussi, ça peut être important en fonction de la problématique que vous avez. En général, c'est mieux de faire stratifier si vous n'êtes pas trop équilibré. Mais après. Mais là, il n'y a pas besoin. C'est à peu près équilibré, là, je pense. Voilà. Vous pouvez faire juste du random sampling. Donc là, c'est juste 10 tirages aléatoires où on met 66% en test, 33% enfin, 66% en train et 33% en test. Du leave one out, carrément. Alors là, évidemment, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, leave one out, c'est vous apprenez sur tous vos échantillons sauf un, vous testez sur un, et puis vous remplissez votre truc comme ça. Vous pouvez faire test on train. Il peut y avoir des cas d'utilisation où en fait vous avez juste envie d'être en retest. C'est-à-dire vous voulez juste savoir si voilà, dans le monde idéal, en fait vous arriveriez à séparer avec un plan les différentes données. Sachant que là j'ai mis qu'un modèle, mais si j'en rajoute d'autres, évidemment ils vont être pris en compte. Si je mets un random forest en plus, voilà, si je rajoute alors neural network non, un SVM, voilà, hop. Si je rajoute un random forest, voilà. Du coup, quand je vais là-dedans, bah, je vais avoir mes trois systèmes et leur performance. Donc évidemment, vous pouvez aller les configurer. Là, ils sont restés de base, mais chacun des modèles a un peu son système, enfin ses paramètres. Et... Oui. Quand tu mettais, je voyais dans le mois, d'accord, je comprends. Par contre, il y a test en train data. Comment il considère quel est le train? Je vais y venir. J'ai pas encore répondu, mais je vais y venir. Voilà. Mais à la limite, on peut le faire maintenant. En fait, ah non, parce que je crois que c'est dans le TP, donc vous le ferez dans le TP. Donc, autre widget important, en tout cas chez nous, dans la catégorie évaluation, c'est la matrice de confusion. Donc, vous pouvez rajouter, hop, confusion matrix. Et du coup, si vous allez dessus, là-haut, vous avez vos modèles que vous pouvez sélectionner et les différentes répartitions.
Voilà. Et donc, vous pouvez choisir soit en termes de nombre de prédictions ou de proba éventuellement, si vous voulez. Mais bah. Ah oui, non, ça c'est pour les outputs, pardon. C'est là si vous voulez avoir somme de proba, probabilité, proportion des prédictions, proportion de... Donc en gros, avec précision rappel, en fonction des différentes classes. Et les messages qui disaient qu'on peut cliquer sur le machin. Effectivement, ça viendra aussi. Ah. Voilà. Donc ça c'est pour évaluer. Et voilà. Donc ensuite, vous pouvez faire des analyses un peu plus fines. Donc la plupart des systèmes en fait peuvent prendre plusieurs entrées, notamment le scatterplot. Il peut prendre une seconde entrée qui permet de définir un sous-ensemble que vous voulez mettre en évidence. Et voilà. Et donc pour de nombreux widgets, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties qui sont configurables en double-cliquant sur le lien. Et en plus de ça, donc ça vous donnera ce genre de truc. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de sorties qui sont conditionnées à des interactions sur le GUI. Notamment, si vous sélectionnez, voilà. Là, si on est dans confusion matrice, là en sortie, si on clique sur une case, en fait, il y a une des sorties qui est affectée. Par exemple, si là je clique là, ça va me sortir vous voyez là en sortie, c'est 2. Donc c'est les 2 qui sont dans cette case de confusion entre Versicolor et Virginica. Mais par contre, voilà, du coup, si vous rebalancez la sortie de ça sur l'entrée du scatterplot en mode mise en évidence, eh bien, vous pourrez faire ça. C'est d'ailleurs ce que je vous demandais de faire. Tac. Bon, du coup, on a déjà un petit peu avancé, mais là, dans l'idée, c'est évaluer la prédictivité de 3 modèles différents en termes de score F1, en 5-fold, en retest, et en test sur... Et voilà. Et aussi en test sur les 20 échantillons que vous avez filtrés dans le CEPAL AREA. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a viré 20 échantillons, là, quand on a fait Selectro, parce qu'on en avait 150. Ah non, on en a même 30. Ouais. On en a même viré 30, pardon, j'ai dit 20, mais c'est 30. On en a gardé 120 sur les 150. Et donc là, on peut se dire, ça peut être intéressant. Vous apprenez sur les 120 et vous testez sur les 30 restants. Et donc pour faire ça, c'est effectivement ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure. C'est test on test data. Donc là, comme de base, j'en ai pas mis. En fait, il me dit, je peux pas, j'ai pas de test data. Mais par contre, si là, je refais un petit lien de mon Selectro à mon test and score et que je vais dessus et que je dis, en fait, ce que je veux, donc c'est les matching data, elles vont en data, donc en data d'apprentissage. Par contre, les unmatching, elles vont en test data. Et donc en faisant ça, il va apprendre sur ce qui est matché et tester sur ce qui n'est pas matché. Et donc, hop, toute la suite se met à jour. Et là, vous avez les performances. Alors évidemment, il y a moins de choses, mais... Donc, dans Test and Score, en fait, vous pouvez avoir plusieurs entrées. Vous pouvez avoir une entrée explicitement pour dire explicitement je veux que le test se passe sur cet ensemble de données. Et là, dans l'idée, donc il faut 2 sets de données. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on a fait Selectro, en fait, de base, la sortie qu'il fait, c'est les données qui matchent, mais il a aussi une autre sortie avec les données qui n'ont pas matché, donc le complémentaire. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est relier 2 fois Selectro avec Test and Score. Ensuite, cliquer sur le lien. Et là, vous avez le détail de qu'est-ce qui doit matcher avec quoi. Et donc, vous dites, je veux passer en test data, mais unmatch data. Et donc, comme ça. Juste question. Je pense qu'il y a obligé de le doubler, en fait. On peut le faire sur un seul lien, dire que... Oui, non, parce que du coup, c'est un lien, c'est vraiment un transport de données. Comme il y a 2 sorties, il ne peut pas faire les 2 sorties dans le même lien. Ouais. Bon, là, c'est un peu artificiel d'avoir fait ça comme ça, mais toi, typiquement, tu peux avoir 2 datasets et puis tu mets un en test et en train. Du coup, il faut sélectionner test on test data. Et voilà, et là, il faut faire test on test data si tu veux que ces données soient utilisées pour le test. Si tu as 2 cours différents, c'est-à-dire si tu as oui, c'est ça. d'apprentissage, un ensemble de tests, ton ensemble de tests sera utilisé pour le scoring. Voilà. On pourrait imaginer avoir une colonne qui s'appelle train test. Voilà, et puis filtrer en fonction de ça. Voilà, tout à fait. Mais si c'est vraiment... Si ton
en 2 fichiers, bah, tu peux charger avec un fichier, avoir un autre widget de chargement de l'autre fichier, et puis bah, tu relis ensuite les données de l'un, un qui vient de là, un qui vient de l'autre. Voilà, c'est ça. Enfin, 2 digit file, parce que dataset, là, c'est pour... oui. Mais bon, enfin, c'est la même chose. Donc ça, c'est effectivement pour retester là-dessus. Ensuite, voilà, si on veut modifier pour le pipeline pour utiliser les données initiales, donc là, on va repasser en 5-fold. Mais, parce que là, nous, on a fait notre traitement en filtrant des choses, en virant les données. Bah, en fait, on a juste à dire, bah, tous nos trucs de formule, là, on coupe. Donc ça, on vire. Et on prend directement ce qui vient de dataset. Et du coup, hop, ça met à jour tout notre pipeline. Et là, on a nos données sur nos datasets initiaux avec notre nombre d'instances initiales et notre nombre de features initiales. Enfin, nos features initiales. Hop. Ensuite, voilà. Ensuite, si on veut n'utiliser cette fois-ci que les deux... donc ça, je vais virer. Si on veut automatiquement se dire, moi, j'aimerais bien utiliser que les deux features les plus importantes et pas toutes mes données. Parce que potentiellement, j'ai un dataset où il y a 12 000 features et je veux garder que les deux plus importantes. Et ben, ce que je vais faire, c'est venir intercaler un truc de type rank. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, dire que ce que je veux, c'est pas tout, mais c'est seulement les mieux classés. Seulement les deux meilleurs classés. Et ensuite, j'envoie ici. Et là, du coup, on a notre test qui est mis à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça reste toujours interactif. Donc si... hop là, pardon. Si je prends ça... Si je prends ça d'un côté, ça de l'autre, bah, en temps réel, si là je change que au lieu de dire 2, au lieu de prendre les 3, bah, tout ça, ça se met à jour. On peut tester un petit peu, petit à petit, comment les scores évoluent. Ah oui, En fait, c'est juste que, ouais, sous Mac, c'est pas top ça, parce que du coup, souvent, ça passe en arrière-plan et tout. Et donc, le dernier point, c'était comment faire pour mettre en évidence les points qui ont été mal classés. Ben, comme on en parlait tout à l'heure, on peut sortir un truc de la matrice de confusion, et le relier au scatterplot. Le relier en disant que les données sélectionnées sont affichées dans le subset. Et du coup, quand on ouvre notre matrice là, et la matrice de confusion que je n'ai pas ouvert, hop, qui est là. Voilà. Et donc on peut aller voir là, quand on clique sur une colonne de la matrice de confusion, ça met en évidence dans le graphe les points qui correspondent à ceux qui ont été bien ou mal classés. Donc là, si on... Ah. Tu as cliqué sur le splitter là, pour pouvoir dire que le data selected, Ouais, voilà, bien c'est sur ça. le data subset. Ouais, D'accord. c'est bon. Voilà, ok. Et ensuite, Mais alors par contre, il faut que tu prennes tes données... après là, ici, j'ai la. Ouais. Ouais, alors attends, vas-y. Juste tes données, elles viennent d'où? Elles viennent de là. Ouais, Donc tu peux en fait aussi juste envoyer toutes les données, alors pas les prédictions. Ah oui, non, on peut pas faire de là alors du coup. Mais tu peux le faire aussi de là. Donc là, voilà, juste toutes les données, ça va dans données. Et les données que tu as sélectionnées, c'est la subset. Ce qui fait qu'il t'affiche de base toutes les données. Voilà. Ah, t'as gardé que un. Ah oui, non, t'as gardé que 2 là, c'est ça? Oui, ah oui, j'ai regardé Ouais. ça, ouais. Et donc du coup, bah, après, tu peux avoir, quand tu as l'autre qui s'affiche, et que tu fais... Ok, là, ça marche. Là, ça va faire l'évidence. J'ai une question ici. Oui.
Pour les modèles, moi j'avais mis un lien dans l'entrée, mais en fait il n'y a pas besoin d'après ce que Non, tu il n'y a pas besoin, mais tu peux le faire. En fait, quand tu fais ça, ça revient à dire apprends-moi un modèle là-dessus. Parce qu'en fait, Test and Score, ça automatise beaucoup de choses, mais tu peux aussi, en fait, juste prendre, par exemple, SVM, un réseau de neurones, voilà. Tu peux prendre un réseau de neurones, lui dire tu me l'apprends sur ces données-là. Tac. Donc là, il va l'apprendre. Et ensuite, faire prédiction. Et donc là, tu dis ça, et puis tu donnes deux nouvelles données, et en sortie, tu auras quelles sont les prédictions de ce modèle-là sur les données que tu passes en entrée. Et là, si tu voulais la prédiction du premier Ouais. réseau, si Tu peux les un récupérer. prédiction. Tu peux les récupérer en sortie du test and score. Ouais. Ça, c'est un peu contre-intuitif de rien mettre en entrée des modèles. Oui, bah parce qu'en fait, c'est juste que test and score, il gère le fonctionnement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je suis assez d'accord. Quand tu affiches ton scatter, en fait, il redimensionne les axes min, max, en fait, de chacun des axes automatiquement. Comment tu l'as désactivé, ça, toi? Alors, c'est avec ça. Ah. Puis là, tu peux zoomer, dézoomer, te balader. Ouais. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Ah oui, si, quand même, justement, ce que je veux vous dire. Moi, souvent, ce que je fais, c'est effectivement ça. Et après, quand j'ai des points qui me plaisent pas, ben, vous pouvez aller sur le point. Et là, vous avez les informations. Donc, en particulier, les informations méta que vous avez pu mettre pour voir, ah bah, ce fichier qui est super outlier, là, en fait, c'est tel ou tel enregistrement, ce genre de truc. Voilà. Donc, en conclusion, Orange, c'est bien. C'est une manière, alors peut-être ça vous aura pas forcément paru simple, mais franchement par rapport au fait de tout coder à la main, enfin de tout recoder, etc., c'est quand même une manière assez simple et rapide de vérifier des hypothèses ou de tester un peu. Ça te permet de faire le tri entre tes différentes idées et pour Exactement. Donc beaucoup de modèles et d'analyses statistiques disponibles out of the box, donc ça c'est aussi pas mal. Parce que mine de rien, on fait quand même souvent les mêmes analyses, les recoder à chaque fois, c'est bien, mais on n'est pas à l'abri de laisser un petit bug ou de ne pas faire attention à tel ou tel système. Là, ça permet un peu de verrouiller tout ça. Il y a un widget Python dont je n'ai pas parlé, qui vous permet littéralement de faire ce que vous voulez en Python dedans. Donc, vous pouvez prendre des données en entrée, faire des données en sortie. Il faut... alors là, ça, il faut lire un petit peu la doc pour voir comment marchent les entrées-sorties, mais c'est relativement simple. Donc le widget Python, c'est vraiment, voilà, vous avez votre donnée d'entrée, vous sortez vos données dans out, voilà, ça retourne dans out data, et puis entre les deux, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est aussi vachement flexible. Et voilà, et ça automatise beaucoup de traitements sans avoir peur de laisser traîner un bug. Question, quand tu l'utilises donc régulièrement, Oui. là, ce sont des données Ouais. de pas plus connues. Sur tes données à toi, avec peut-être un certain nombre de données, est-ce que c'est vraiment utilisable aussi ou c'est Ouais. Bah, alors après, ce qu'il y a derrière, c'est sklearn en Python qui tourne. Donc c'est OK. Après, si vous commencez à traiter vraiment des énormes volumes de données, bah, ça va dépendre de votre ordi, quoi. Mais dans les corpus de test, là, il y en a qui sont costauds, hein. Je crois que si on va voir en termes de nombre d'instances, non, peut-être pas. Je crois que c'est que des trucs libres de droit. Oui, voilà, il y a des trucs là, 48 000, si on passe ça. Est-ce que ça marche? Donc oui, bah du coup, oui. Non, mais justement, tiens, voilà. Là, ce sont des données qui sont tabulaires. Ouais. Si tu avais des données de style image, ça pourrait marcher ou pas? Alors il y a des, bon, j'ai jamais utilisé, mais il y a des features de visualisation et d'analyse pour les images. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, là, je suis vraiment pas spécialiste, donc je m'avancerai pas, mais je sais qu'il y a des choses qui existent. Ouais, j'imagine, pardon, si tu as un spectrogramme, je sais pas, ou si Ouais. puis après, le côté en passif et tout.
Ouais, c'est ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses que je connais pas hein, dans tout ça. Après, ben, en termes de visualisation, il y a de la TSNE, de la PCA directement aussi. Plutôt que de s'embêter de recoder le truc, vous pouvez directement le voir à l'intérieur. En tout cas, je vous encourage à jouer avec parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc c'est le même problème, on vient bien sûr te voir. Exactement, exactement. Il y a de la doc intégrée, il y a un site qui est relativement bien fait, même s'il est un peu vieillissant. Et après, oui, oui, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des soucis ou qu'il y a des choses que vous voulez faire et que vous ne comprenez pas. Le Python script, là, c'était. Bah, littéralement, ce que tu veux. Tu te mets un script Python de base. Alors, il en met un de base. Je pense qu'il ne fait que. Ouais, non, je crois qu'il crée un espèce de truc de synthèse dans lequel il a mis des fausses valeurs et il le sort, c'est tout. Mais du coup, oui, tu. Alors, ce qui est pas mal fait aussi, c'est que tu le mets là, puis tu le run, et comme ça, si tu as des bugs, tu le vois dans la console, donc tu joues avec la console, et une fois que c'est prêt, tu le fermes, et puis. Si tu débugs, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai une erreur là quand. Pas une erreur. Ouais. Regarde, quand j'ai la matrice de. Ouais. Ah oui, parce que t'as pas mis de. Subset data. Oui, en fait, là, t'as pas mis d'input de base. T'as mis que la sélection, non Ah, mais surtout, j'ai. Selectro, là, tu mets donc les matching data, il faut que tu mettes dans data. Parce qu'en fait, il avait rien dans data. C'est pour ça que ça marchait pas. Et donc, Et en plus, regarde, j'ai donné les datas brutes. Ouais. Donc là, il faudra peut-être donner les datas. oui, ça serait mieux. Ouais. Donc tu peux effectivement prendre lui, hop. Hop, donc on va virer celui-là, space. Et ensuite, il faut relier les deux. Alors attends, parce que de base, du coup, il l'a mis dans subset. Et ensuite, effectivement, tu relis les deux. Tac. Voilà. Donc là, on est bien dans selected, c'est le subset. Et donc maintenant, quand tu vas voir, ça t'est donné. Et puis voilà. Bon, mais merci beaucoup, Maxime. Ben de rien, oui. Je sais pas si dans le fond, oui, vous avez des questions. Oui. Au modèle, au réseau de neurones bah, comme c'est par sklearn, les paramètres sur le réseau de neurones sont relativement réduits. Ça va être. Voilà, en plus, c'est vraiment un MLP, quoi. Donc, en gros, là, c'est un MLP qui a deux couches, une couche à 100, une couche à 100. Vous pouvez changer la fonction d'activation, le solver, la régularisation, mais ça reste light. Si vraiment vous voulez aller dans un design de réseau de neurones particulier, là, il faut coder, je pense. C'est un peu plus. Là, c'est vraiment pour dégrossir le travail et faire sortir des tendances des données. Pas pour faire l'expérience de bout en bout. Une quoi, pardon? Je sais pas, c'est quoi un MCP? Ah bah, je pense pas que c'était prévu de base. C'est quand même un truc qui est relativement ancien. Mais oui, après, je pense que il faut passer par un script Python qui appelle ton IA ou ton modèle super gros derrière et qui ressort les trucs. Parce qu'après, tu peux aussi, moi je l'avais fait, mais tu peux aussi, comme c'est un format ouvert, créer tes propres widgets en codant. Voilà, mais après, il y a un formalisme à respecter, il faut suivre la doc. Mais tu peux ajouter tes propres widgets pour ensuite les utiliser. Ah, c'était pas un truc de classif, mais c'était un truc pour lire des fichiers d'un format qui n'était pas pris en charge et je pouvais l'ajouter comme ça. Après, est-ce qu'on a pu suivre? Est-ce que. Ouais, c'est bon? Super. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions et puis voilà. De rien. Comme c'est la deuxième fois qu'on le fait, on s'améliore.
Ok. Est-ce qu'à distance, il y a des questions? Non, mais j'ai tout suivi et moi, comme j'ai la chance de l'avoir en co-bureau, je pourrais lui demander des trucs directement. Allez, je crois qu'il va se faire porter pâle là. Ça marche. Bon, mais merci beaucoup. À bientôt. La semaine prochaine, ouais, on verra ce qu'on me présente. Et ouais, j'essaierai de voir ça. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci, ciao. Au revoir.